La Suisse, Kabyle de Suisse a signé l'album. Il remercie tout le monde, en particulier notre invité Kamel. Et on attend la question de M. Ahmed qui doit nous appeler. Oui, c'est Ahmed Ardi Sioul. Juste, David, on va revenir un peu à Khaled Kilkan. Est-ce qu'il n'a pas été manipulé par un État ou plusieurs? Et puis, c'était la période de 94, on avait dû tourner l'Airbus A43 à l'aéroport d'Alger. Alors, le détournement de l'avion d'Alger avait pour objectif initial de se cracher contre la Tour Eiffel. C'est le vrai but de ce détournement d'avion. Nous le savons, en Afghanistan, nous l'apprenons au mois d'août 94. Tu étais là-bas, toi? J'étais en Afghanistan au mois d'août 94, dans un camp Khalden. Un camp de ce qui deviendra... Et vous étiez au courant que l'avion allait s'écraser sur la Tour Eiffel? Notre émir nous réunit pour nous annoncer une bonne nouvelle. Et il nous dit, parce qu'il est algérien, il nous dit tous les groupes armés islamistes, Jama'a Islamiyya Musallaha Islamiyya Fitzer, ils se sont tous réunis derrière Zitouni, qui est devenu émir. Il nous dit c'est une très bonne nouvelle et que ça va pouvoir permettre de frapper la France. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Et il commence à chanter Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Moi, je suis un peu choqué. Je dis, tiens, pourquoi il chante Tinor aussi? Et je vais le voir plus tard le soir. Et il me dit, il y a une opération qui va être spectaculaire. Et crois-moi que les fils de Gaulle vont s'en rappeler longtemps. Il me dit, je peux juste te dire que ça concerne un monument. Ils m'en dit pas plus. Mais je comprends le détournement de l'avion, l'objectif, parce qu'à l'époque, l'organe de propagande du GIA s'appelle Ansar. Et sur la page de couverture de l'Ansar, on voit la Tour Eiffel éclatée en deux. Donc quand il me dit ça, je comprends tout de suite. C'est pour ça que la fois d'après, le 11 septembre 2001, aux États-Unis, l'opération sera faite par des gens formés au pilotage. Parce que en 1994, l'avion n'a pas pu s'écraser sur la Tour Eiffel parce qu'ils ne savaient pas piloter les preneurs d'otages. Donc ils ont tiré les leçons de cet échec pour pouvoir le réaliser en 2001. Non, ouais, je me souviens. Garde un peu le... On va prendre un appel. Allô? Allô? Azul, tu l'es? Azul, vous nous appelez d'où? C'est le mec, c'est Villeurbanne. Vous voulez une question pour David? Je suis avec intérêt émission. Merci. Bien sûr, oui, bien sûr, il faut lui poser des questions. Il est là pour ça. Une question simple. Il a prononcé les vœux d'adhésion à l'islam, la religion musulmane. Oui. Et on pourrait rentrer pas loin du milliard d'individus. Et tous ces individus, donc, ils sont musulmans et croient à la shahada. Vu qu'il est prononcé il y a quelques années, alors ma question est très très simple. Aujourd'hui, à cet instant, il en est où vis-à-vis de cette religion, qui est la religion d'un milliard de musulmans? Aujourd'hui, dans la cité, je suis avant tout citoyen. C'est-à-dire que si on ne me pose pas la question, personne ne le sait que je suis musulman. Et dans le privé, ça me regarde. C'est un lien entre moi et Allah que je n'ai pas à dévoiler. C'est un lien très intime, mais je suis toujours croyant, mais je n'ai plus la pratique rigoriste que celle que j'avais il y a quelques années encore, parce que j'ai découvert que être musulman, en réalité, c'est plus un état d'esprit qu'une posture sociale. Normalement, quand on est bon musulman, les gens devraient se battre pour qu'on soit leurs voisins, ils devraient se battre pour qu'on soit leurs employés. Ils devraient être contents qu'une mosquée ouvre à côté de chez eux. Mais on a tellement laissé passer le halal, le haram et toutes ces choses-là avant la spiritualité qu'aujourd'hui, cet islam fait peur. C'est ça le problème. Donc moi aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être rattaché à une communauté qui fait peur. Parce que si c'est le cas, je vais être jugé sur des critères qui ne sont pas les miens. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Lorsque je suis sorti de l'anonymat, après les attentats de Charlie Hebdo, parce que le message des attentats, c'était fermé là. En gros, c'est ça.
Ils nous ont fait passer le message de fermer là. Quand j'entends ça, je dis, ben, je vais l'ouvrir. Voilà. Tu me dis de me taire, ben, je vais prendre la parole. Et donc, je sors dans Le Monde avec un article où il y a ma photo, mon nom et mon prénom. Je me suis préparé à démissionner de mon travail parce que personne ne connaît mon passé. Ça fait presque 5 ans que je travaille dans cette entreprise au moment où je sors dans le journal. Et tous sont étonnés, aucun n'aurait imaginé que je puisse avoir ce passé, mais aucun ne m'a demandé de partir parce qu'ils ont vu que j'étais là tous les matins, que j'étais travailleur, que je respectais mes camarades, que je respectais mon employeur, que quand je donnais une parole à un client, je faisais en sorte de la tenir. Quand il y a de la production à l'atelier, je laisse mon ordinateur, je mets le bleu de travail et je vais aider les ouvriers. C'est-à-dire que, comme ils ont pu me juger tel que j'étais avant d'apprendre ça, ils ont décidé de me conserver dans cette entreprise. Ils auraient pu dire, c'est dangereux, ton nom est connu, on ne sait pas, si jamais quelqu'un veut du mal et que tu es au travail, il va s'en prendre à nous. Ils auraient pu me dire, tu démissionnes, et je l'aurais accepté. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire que, quand on est dans un état d'esprit, c'est toujours, mais c'est même 1000 fois mieux que quand on est dans une posture sociale. Mais David, juste, je reviens vers notre auditeur. Vous avez justement longtemps masqué votre passé djihadiste. Et pourquoi il est désormais public? Parce que, juste pour... alors, moi, je vais vous le dire, hein, après Charlie Hebdo, d'abord ça a commencé avec le dossier Mera. Je savais à quoi nous avions affaire. Même, je remonte plus loin, à 2001. Mais quand je parlais aux gens, que j'essayais de leur expliquer, on me disait non, t'es un mytho, tu dis ça parce que t'es fâché, tu connais pas, nanani. On savait pas, on voulait pas y croire. Même avec le dossier Mera, les gens n'y croyaient pas. C'est quand il y a eu Charlie Hebdo qu'on a commencé à réaliser. Mais j'entendais des experts à la télé, j'entendais des sociologues, j'entendais des gens qui disaient tout et n'importe quoi, mais des énormités. Et je me suis dit, bon, il faut absolument que je rentre dans le débat pour une chose déjà, c'est que nos adversaires, lorsqu'ils tuent la rédaction de Charlie Hebdo, nous font passer le message de fermez-la, taisez-vous. Vous allez suivre notre façon de vous imposer ce que vous avez le droit de dire et pas de dire. Et je me suis dit, si moi je ne prends pas la parole, je cède à la peur, c'est pas le bon chemin. Donc je suis rentré dans le débat pour montrer qu'il faut absolument parler de ça. Il faut absolument mettre un nom sur les choses. On ne doit pas se taire, on ne doit pas détourner le regard, on ne doit pas faire comme si ça n'existait pas. Mais j'entendais, moi, des gars à la télé qui nous parlaient, j'avais envie de leur dire, mais Minjet, d'où tu sors avec ton analyse? J'entendais tout et son contraire. Et je me suis dit, si on n'a pas la possibilité de bien poser le problème, on ne trouvera donc pas la c'est solution. spécialiste de l'Irak, de l'Afghanistan, c'est depuis pour... Ils ne comprennent pas la motivation. C'est-à-dire, nous avons affaire à des géopolitologues qui ont des analyses pertinentes s'agissant de telle ou telle région, mais ils ne comprennent pas le fond et la nature réelle du djihadisme. Aujourd'hui encore, on se dit, mais est-ce que les mecs croient vraiment qu'ils vont aller au paradis? Mais oui. Mais c'était pas des religieux. Mais t'as pas besoin d'avoir lu Marx pour être un commissaire politique dans l'Union soviétique. T'as pas besoin d'être hafid dans le Coran, de le connaître par cœur pour être un djihadiste. T'as juste validé que si tu te baves là, tu vas au paradis, ça suffit. T'as pas besoin d'être un grand savant. C'est ça, moi, qui me... on nous parle de radicalité express, c'est pas vrai. C'est des gens qui nourrissaient une haine vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des koufars, vis-à-vis des non-musulmans. Ils avaient déjà ça en eux. Parce qu'on a grandi avec une éducation que les koufars ils vont en enfer, c'est des mangeurs de cochons, les Yéhouds c'est des ennemis d'Allah, les Nassara c'est des égarés, les non-croyants il faut les tuer, les mangeurs de cochons il ne faut pas parler avec eux. Donc le gars il vit là-dedans pendant des années, il ne s'est pas radicalisé en 3 semaines. Il a déjà la détestation de l'autre. S'il a l'occasion de passer à l'acte et qu'on lui dit qu'en plus il va aller au paradis, c'est banco, il le fait. On va reprendre notre auditeur. Allô? Je crois qu'il y a une deuxième question. Ça a une deuxième question. Est-ce que j'ai répondu à la vôtre Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a quand même une simplification des choses. Évidemment. Il y a une simplification des choses, mais je crois qu'il ne faut pas être simpliste. Non. Je répète ce que j'ai dit. Il y a quand même 1 milliard de musulmans qui ont fait adhésion à l'islam par leurs parents ou leurs
Mais c'est ce que nous disions, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait à des gens? D'accord, bon. Là, vous ne me dites pas, franchement, vous ne dites pas où vous en êtes aujourd'hui. Mais je suis toujours croyant. Vous ne dites pas si vous êtes encore musulman. Si, amen billah, wa rani muslim. Et نيك بلي مازال تمنا لي كرويون معنا ماشي كي يتمن اسمي يروح على افغانستان لا بوسني يتمن ثورة ستادير يتمن سوين يخدم يتمن صربي يتمن ستزاليتيس اكن تمن زيك امارنا فوالا يبغى محسوبه دي سكنيمانيس وزي الببليك voilà وليد نكسو تشمال نكتصالا etc. Voilà. Il veut pratiquer sa prière Gramis Imanis sans faire du cinéma. Sans faire de réclame. Voilà. Quand on voit. Mais qui va gagner, hein? Ben, non, il a. En fait, j'avais. La réponse a été apportée par l'interview. Non.